Mesdames, Messieurs, bonjour cette fois. Hier, je vous ai dit bonsoir pour la soirée inaugurale et puis nous sommes ensemble maintenant jusqu'à samedi pour cette 12e édition des Tribunes de la Presse sur les vertiges de l'identité. Alors bienvenue en particulier à évidemment vous qui êtes là présents, à tous les Bordelais, tous les Girondins, tous les Néo-Aquitains, mais aussi à ceux qui nous suivent de loin en ligne, et un bienvenue particulier aussi à tous les plus jeunes qui sont là aujourd'hui ou à distance parfois et qui sont présents, tous acteurs de la cité. Il se passe aussi des choses, vous le savez, à l'IJBA, à la librairie Mola et aussi à Cap Science en ce moment même, toute cette matinée, toute cet après-midi. Donc vraiment un foisonnement. Alors justement, à l'heure de l'infobésité, ces tribunes ont été pensées pour nous donner un accès direct à de la haute qualité, et on a déjà vu ça hier soir, un accès direct à la haute qualité pour nous permettre d'entrer dans la complexité de la réalité, la complexité où tout est lié, grâce au regard croisé que dont nous allons bénéficier avec des personnalités qui ont été choisies parmi les plus compétentes dans leur domaine. Et puis, pour aiguiser notre esprit critique, sans dogmatisme jamais, prendre du recul, de la hauteur, même peut-être de la largeur, sait-on jamais. Voilà, en tout cas, décaler le regard, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous laisser remettre en question, mettre en mouvement, en tout cas. Bref, mieux comprendre pour mieux passer de nos émotions. Dans émotion, il y a mouvement, hein, donc mieux passer de ce qui nous met en mouvement à la justesse d'action, afin que chacun, quel que soit son terrain de jeu, puisse de mieux en mieux être à sa place et que les collectifs auxquels nous contribuons, ou que nous dirigeons parfois, continuent de s'inventer en faisant de la place à tous. Voilà. Alors, beau programme. Concrètement, comment ça va se passer ? Concrètement, quelques règles du jeu pour que tout ça soit rondement mené, justement. Des tables rondes. Des tables rondes, un certain format, quelques interviews, voilà, un animateur ou une animatrice de table ronde à chaque fois, et des auditeurs qui pourront poser des questions. Alors, les questions ne viendront pas directement de la salle. Si vous souhaitez en poser, que vous soyez en ligne ou en présentiel, il suffit de s'inscrire sur le site des Tribunes de la Presse et vous pourrez communiquer vos questions. J'ai une complice en coulisses qui les récoltera et qui, avant la fin de la table ronde, on regardera ensemble et on viendra ici animer la fin de la table ronde à partir de vos questions. Donc, vous savez que pour avoir une bonne réponse, il faut poser une bonne... Merci. Et une bonne question, elle est donc précise, concise et peut-être bien directement adressée déjà à l'un ou l'autre ici, ou alors plus générale, bien sûr. Voilà, donc tout est retransmis en direct, y compris d'ailleurs pour les lycéens sur la plateforme qui s'appelle Espace numérique de travail, hein, qui a été mis en place par la direction de la jeunesse et de la citoyenneté de la région. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? J'ai le rôle difficile, évidemment, de maintenir aussi le timing, n'est-ce pas ? Puisque quand on est en plus retransmis en ligne, il faut que les choses soient bien à l'heure et bien propres pour ceux qui nous attendent. Alors, vous l'avez compris, hier soir, la question de l'identité est une question à la fois universelle, mais les réponses sont forcément toutes individuelles et uniques. Ce matin, en tout cas, on va même parler de l'identité des villes en particulier. Il y aura une carte blanche aussi à Alain Chouraki. Qui peut faire et qu'est-ce qui peut faire basculer une démocratie et surtout comment est-ce qu'on peut résister ? Cet après-midi, la quête de nos origines, l'homme est-il un être à part avec Gilles Boeuf, l'identité à fleur de peau aussi au sens propre du terme. Et tout de suite, nous allons commencer par poursuivre la réflexion initiée hier avec une première table ronde qui s'appelle « Les 1001 nuances de l'identité française » animée par Didier Pourquerie. Merci de l'accueillir. Bonjour Camille, je vais me mettre là. Alors on va quand même finir par se tutoyer parce qu'on va pas mal se fréquenter finalement pendant ces... Merci du lancement. On va parler d'un point délicat ce matin, donc on va avoir besoin de toute votre attention et de toute votre concentration parce que l'identité française, je n'ai pas dit l'identité de la France, hein. L'identité française, c'est assez compliqué. Heureusement, nous avons 3 experts avec nous, 4 en fait, qui vont nous aider à y voir clair. Je les appelle au fur et à mesure. Rosemont Catala d'abord. Merci. Laurence
Dubois-Freinet, Elie Barnavy. Et alors, nous avons en visio un autre participant qui restera avec nous au début de la table ronde, Robert McLayam Wilson, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous parce que c'est un grand romancier irlandais, mais il est aussi chroniqueur et reporter à Charlie Hebdo. Et donc il aura une vision un peu, disons, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur de l'identité française. Rapidement, je vous présente nos intervenants. Rosemonde Catala, qui est ici. Vous êtes à la fois comédienne, vous êtes metteur en scène, vous êtes responsable d'une troupe de théâtre. Vous travaillez entre Marciac et Toulouse et vous travaillez sur l'identité, justement. Vous avez fait un livre, un roman autofiction qui s'appelle L'identité française, qui est sorti aux éditions Arcane 17. Laurence Dubois-Freinet, bonjour. Vous travaillez à l'OFCE de Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'un livre que vous aurez, comme tous ceux dont je vais parler aujourd'hui, vous pourrez les avoir à la librairie éphémère de Mola en sortant. Laurence Dubois-Freinet, vous êtes l'auteur de l'Atlas des Français, donc on ne peut pas rêver mieux pour parler de l'identité française que vous, on verra ça tout à l'heure. Et Elie Barnavy, je vous rappelle que vous êtes historien, essayiste, vous avez été ambassadeur d'Israël en France et vous êtes responsable du comité scientifique du musée de l'Europe. Et vous avez écrit un livre chez Grasset qui s'appelle, si mes mémoires bonne, Confession d'un bon à rien. Voilà. Et normalement, on doit avoir Robert McLayam Wilson en visio. On peut l'avoir en visio, s'il vous plaît? Voilà, on va l'avoir en visio. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question pour vous, Laurence Dubois-Freinet. Vous avez publié l'Atlas, prenez votre micro, vous avez publié l'Atlas des Français aux éditions Autrement, qui montre le changement social des Français sur une longue durée. Alors justement, comment les Français ont évolué concernant leur sentiment d'identité? Parce que ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui évolue. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, alors on a identifié une tendance de changement qui s'appelle évolution de l'identification sociale. Et on s'est aperçu que les Français s'identifiaient différemment depuis en fait la fin des années 70 et le début des années 80. Non. C'est bon, on vous entend, mettez-le plus près, mais c'est bon. Oui, le changement, il a eu lieu vers la fin des années 70, début des années 80. En fait, avant ces années, c'était simple d'identifier les Français. Ils appartenaient à une grande institution, une sorte de magistère. C'était à la fois l'Église, l'armée, le parti politique, le syndicat. On s'identifiait beaucoup comme ça. On appartenait à un magistère qui vous disait comment penser, qui vous donnait tous ses principes. Et on obéissait, on se soumettait. Et à partir de la fin des années 70, on a commencé à voir les effets de l'individualisme, mais dans le sens, c'est pas l'individualisme et l'égoïsme en fait, c'est l'individualisation. Ça veut dire qu'on prend son autonomie par rapport aux institutions et on a son mot à dire, on veut avoir son mot à dire et on veut se créer une identité un peu ex nihilo de toutes ces institutions. Et donc, chacun choisit ses croyances et voilà, chacun son credo et on tient à l'exprimer. Et l'autre objet d'identification qui a changé, ce sont les groupes sociaux, les classes sociales. Bon, avant ces années, il y avait les grandes classes sociales, les bourgeois, les prolétaires, les indépendants paysans. À partir de... Enfin, je veux dire, avec l'élévation du niveau d'éducation, tous les groupes sociaux ont changé. Il y a eu ce qu'on appelle un upgrading, donc toutes les qualifications ont augmenté. Et on est arrivé
à ce que les gens ne s'identifient plus à une de ces trois classes sociales. Et on est arrivé à s'identifier à une grande classe moyenne. Or, qui dit si tout le monde est moyen, eh bien, il n'y a plus tellement de classe sociale. Et puis surtout, la classe moyenne, quand elle est majoritaire, c'est la négation de la conscience de classe. Donc voilà, ça c'est la partie historique. Après, on viendra sur tout ce qui est les nouvelles formes d'identification. D'accord, mais si je vous comprends bien, il y a quand même un départ des grandes institutions, c'est-à-dire on s'identifie plus, par exemple, à l'Église catholique, on se dit plus catholique, on se dit plus communiste, on se dit plus, hein, mais on se dit quoi alors? Comment on s'identifie Ben là, oui, justement. Alors maintenant, je vous ai dit, chacun crée sa propre identification à partir de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut exprimer. Et ça devient complètement disparate. Avant, il y avait donc ces grandes institutions qui avaient des fortes oppositions aussi. Hein. Oui. On était soit pour l'institution ou contre. Aujourd'hui, il n'y a même plus d'opposition à ces institutions. Et donc chacun s'identifie ce que Marcel Gauchet a appelé l'individu de droit. Ça veut dire que chacun estime qu'il a le droit lui-même de Micro. Il a ses droits de s'exprimer, de ses croyances qui sont complètement devenues individuelles. Et après, on se regroupe dans on se regroupe selon ses croyances. Mais ça forme une société très disparate et beaucoup plus complexe à analyser. Alors, l'identité française, quand on parle, Rosemonde Catala, de l'identité française, restons sur ce point-là et sur cette individualisation. Comment vous voyez ça, vous ? Par rapport à ce que vient de dire Laurence Dubois-Freinet, qui parle de la partie visible, moi, ce qui m'intéresse, en tout cas dans mon domaine de recherche, c'est de voir sur la partie moins visible, c'est-à-dire la question notamment historique, et par rapport à cette disparité qui est née depuis maintenant les années 70, je pense qu'on n'a pas fini de mesurer les répercussions qui sont liées historiquement à la France, quand on est au niveau de la Seconde Guerre mondiale, des répercussions de la suite de la Seconde Guerre mondiale et de notre posture gouvernementale par rapport à ça. C'est-à-dire que d'un côté, on a gagné la guerre et de l'autre, on a participé à la collaboration. Et cette notion ambiguë a créé une ambiguïté identitaire dans laquelle ensuite le gouvernement, les gouvernements qui ont suivi ont adopté une posture ambiguë notamment particulièrement en 1991, sous le second mandat de François Mitterrand, sous les mandats de François Mitterrand, avec une posture qui ne reconnaissait pas finalement l'attitude de la France au niveau durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de là, on a des générations de citoyens français qui ont hérité d'une posture ambiguë et ne peuvent se reconnaître forcément dans les institutions. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Oui, mais en tout cas, vous avez une vision... Vous rajoutez une vision historique. Elie Barnavi, sur cette question, parce que je reviens là-dessus, d'une identité française. Alors, j'insiste sur le fait que pour que les gens en ligne vous entendent bien, vous devez bien parler dans le micro. Hein, et vraiment dans le micro. On a l'impression, en écoutant Laurence notamment, qu'il y a une espèce d'éclatement. Hein. Mais n'empêche qu'il y a une identité française. Y en a-t-il d'ailleurs? Bon, là, nous venons de parler d'hier, en fait, c'est-à-dire de l'éclatement de l'identité française depuis un petit siècle, sinon moins. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, peut-être parce que je suis un historien des temps plus anciens, je suis fondamentalement un historien du XVIe siècle et des guerres de religion.
Je m'intéresse à la construction de l'identité nationale française, en l'occurrence, dans la longue durée. Et pour pouvoir parler d'une identité française, on est obligé de postuler qu'une telle chose existe, que la France existe, et que les Français sont un peuple différent des autres peuples. Si on ne reconnaît pas cela, l'identité de ce groupe n'a aucun sens. Or, c'est une notion qui est battue en brèche et qui, pour moi, elle est évidente. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Je constate que la France existe, qu'un peuple français existe, qu'il a une identité qui est évidemment plurielle et que cette chose-là s'est construite à travers les siècles et à travers les crises. Parce que c'est un peu ce que disait Monet sur l'Europe. Un collectif se traduit, se construit, se bâtit de crise en crise. C'est comme ça que cela naît. Un historien britannique, un publiciste de droite allemand au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, a dit cela très bien. Il a dit, écoutez bien, il a dit les Anglais ont fait la France, les Français ont fait l'Angleterre, les Français vont faire l'Allemagne. Vous voyez ce que ça veut dire? Il avait raison en ce sens, que la France comme entité consciente d'elle-même, en fait, a surgi de la guerre de 100 ans. Et plus que la France encore, qui, elle, avait déjà une existence avant, l'Angleterre a surgi de la guerre de 100 ans. L'Angleterre n'existait pas, était un concept géographique donné les élites anglaises par les Français, ça n'existait pas. Et du coup, d'une guerre longue et difficile, ont surgi deux identités nationales. Et ensuite, tout au long de l'histoire, ça s'est passé comme ça, ici. Ça veut dire quoi? Les Français feront les Allemands. Ça veut dire que une nation allemande qui n'existe pas, qui est éclatée, qui est une expression géographique, va exister dans l'affrontement avec la France. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, tout au long de cette période, je vais prendre encore, si j'ai encore 2 minutes, les guerres de religion, qui est un moment charnière dans l'évolution, dans l'émergence de cet objet qu'on appelle la France. Les guerres de religion, c'est quoi? C'est un affrontement entre deux manières d'être chrétien. Or, avant, il y avait une manière qui était celle de tout le monde, qui était communément admise, c'était la manière catholique. On était français aussi, sinon surtout, sinon d'abord, parce qu'on était chrétien, catholique et romain. Hein? Montaigne dit dans ses essais, il a cette phrase formidable, nous sommes chrétiens comme nous sommes périgourdins ou allemands, parce que c'est comme ça, nous sommes nés comme ça. Or, être français voulait dire être chrétien. Les deux notions étaient indissociables. Or, voilà qu'elles sont dissociables. Voilà ils sont toujours chrétiens, mais ils ne sont plus chrétiens de la même manière. Et ces deux manières d'être chrétiens se heurtent, non pas seulement sur le plan théologique, mais physiquement, ils se font la guerre. Et au-dessus, il se crée un tiers parti, comme on l'appelait, le tiers parti des politiques, ça s'appelait comme ça, qui disent, allez, ça suffit, si on continue comme ça, il n'y aura plus de France. Et ils disent que nous soyons catholiques ou huguenots, nous sommes tous français. Et là, il y a l'affirmation très forte d'une identité nationale qui transcende les partis, on disait partis, pas au sens moderne bien sûr, mais enfin des fractions de cette nation. Nous sommes tous français, que nous soyons catholiques ou protestants. Et effectivement, un grand roi de France, Henri IV, met fin aux guerres de religion en proclamant ceci, en mettant l'État au-dessus des dissensions religieuses et en s'affirmant comme l'expression d'une identité nationale globale. Et c'est passionnant de voir cela. Il dit quelque part, Henri IV, il dit,
tenez-vous bien, c'est bien avant la Révolution française, il dit « Je veux bien que toute la langue allemande soit à l'empereur, mais je veux que toute la langue française soit à moi. » Ça veut dire quoi la langue allemande? Tous ceux qui parlent allemand, allez, c'est à l'empereur. Mais ceux qui parlent français sont des Français. Je le veux chez moi. Voilà une identité. Alors, quand on dit identité française, ça ne veut pas dire qu'elle est, évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle est faite d'un seul tenant, ça ne veut pas dire qu'elle est plurielle, elle l'est évidemment, et ça ne veut pas dire qu'elle est facile à identifier cette identité française. C'est même la difficulté. On sait que cela existe, mais dès que l'on essaie de l'attraper, de la palper, de l'identifier, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'exceptions, que ce n'est pas aussi simple. Et pourtant, dès que vous faites un pas de côté, et c'est ce que je fais moi par nature, je suis un pas de côté. Dès que on fait un pas de côté, on s'aperçoit que cela existe et qu'on ne trouve des Français qu'en France. Heureusement, certains diraient. Mais c'est effectivement, on a affaire à une identité qui s'est construite au cours des siècles et qui a fini par donner naissance à une manière d'être, au monde, à un ensemble de mentalités qui sont différentes. Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur ces mentalités et qu'on fasse un coup de projecteur sur ces mentalités et sur cette identité française aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir Robert McLiam Wilson en visio, s'il vous plaît? Voilà, bonjour Robert. Alors, je rappelle que, vous pouvez lire aujourd'hui dans Charlie Hebdo un papier de Robert McLiam Wilson sur Cyril Hanouna. Et il a passé une semaine, ce pauvre Robert, si vous me permettez, à regarder Cyril Hanouna et il nous raconte. Et puis avant, il a passé beaucoup de temps à Nice pendant le procès. Vous connaissez bien, vous travaillez en France, vous connaissez bien la France. Aujourd'hui, l'identité française pour vous, ça serait quoi? Si on vous demandait de parler d'identité française, vous diriez quoi? Très vite dit, quelqu'un de valeur, On m'entend là? Oui, on vous entend. Okay. Mais en fait, la question d'identité m'agace un peu quand même. D'abord, avoir une identité, est-ce que c'est une bonne chose, quoi? C'est une qualité ou c'est un symptôme? Est-ce que c'est un défaut? Et ça commence avec quoi? Est-ce que ça commence avec enfant, adulte enfant, jeune vieux? Très vite, ça arrive à la question de nationalité, c'est vrai. Et je peux vous dire qu'en France, ce genre de questions s'impose partout dans le monde. Les Américains sont obsédés par qu'est-ce que ça veut dire d'être américain. Les Anglais pareil depuis très longtemps. Mais en France, il y a quelque chose de très particulier. Et il faut que je vous raconte une histoire qui dure 2 minutes, parce que c'est un truc qui m'arrive si quotidiennement que je me souviens que vraiment de la première fois. J'étais censé aller voir un match de foot, je ne sais pas, avant que je suis venu vivre ici, il y a 15 ans, 20 ans même. Et c'était à Paris, et moi, je ne connaissais pas le stade et je ne voulais pas rater le début. Et j'étais avec 3 mecs, et on attendait un autre. Et j'ai dit, non, mais il faut qu'on se dépêche, je ne veux pas rater le début. Et ils m'ont dit, non, là, on attend le français. Et je me suis dit, ok, je rate quelque chose dans l'argot français, là, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'ai posé la question, et c'était 2 Arabes et un mec noir, et l'autre qu'on attendait était blanc. Donc voilà, le français, le blanc. J'hallucinais parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont leur propre histoire de racisme, surtout aux États-Unis, l'histoire de l'esclavage. Mais imaginez qu'autour d'une table avec 2 Noirs américains, en attendant un blanc, ils disent « We're waiting
cette question de nationalité, de se réclamer autre chose aux États-Unis ou en Grande-Bretagne n'existe pas. Et c'est un trou moderne dans l'identité française, que autant des Français nés en France se disent autre chose. Et puisque vous êtes, vous connaissez, vous êtes irlandais, si on vous demande de parler de l'Irlande, ouais. Irlandais et je suis britannique aussi. J'ai les deux passeports. Oui, ça, vous avez de la chance, ouais. Ouais. En fait, je suis trois choses, britannique, irlandais et nord-irlandais. Et ben, Noël, c'est compliqué chez nous. Et qu'est-ce que, juste pour le fun, et puis après je vous laisse, parce que je rappelle que Robert McLean Wilson a le Covid et il est gentiment resté avec nous un peu. Donc, oui, voilà, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une semaine à regarder Cyril Hanouna vous raconte de l'identité française? En fait, j'avais un peu la chance parce que c'était une punition de Charlie. Parce que ce que j'aime chez les Français, c'est qu'ils ne supportent pas les francophiles. Ils n'aiment pas que les étrangers adorent la France. Ils disent bah, c'est juste parce que vous ne connaissez pas bien. Et donc, c'était de me punir pour ça. Et après lundi, je suis allé dans le bar tabac de mon quartier et je l'ai maté là. Et c'était une très bonne idée. Parce que c'est un bar tabac, c'est pas un bar bobo. Donc il y avait tout le monde. 3 minutes après, j'ai commencé à mater cette émission. Un monsieur est venu me voir pour me dire est-ce qu'il s'agit d'un pari que vous avez fait? Mais c'est la voix du peuple là. Je crois que personne l'a mis dans le bar. Il y avait certains qui ont avoué que c'était parfois allumé. Mais avec cette émission, je crois que c'est ça la question. Ça dure 2h30, ça te rend dingue après 40 minutes et ça dure toute la longueur de ta vie. Et je crois que c'est allumé dans le coin de la salle. C'est comme la cheminée, quoi. Ça rajoute de chaleur où il y a de bruit. Les gens ne matent pas ça. Oh, non, ça arrive là. Oh, pardon. Pardon. Et en fait, ma francophilie a complètement survécu parce que les commentaires des gens de bar, là, ont été sublimes, mais sublimes. C'est-à-dire, ils étaient ironiques, ils étaient... Oh, bah, soit ironiques, soit il y avait il y avait une dame il y avait un général qui parlait des missiles qui sont impactés en Pologne. Et elle a dit, bah, je crois que ce général attendait autre chose de sa vie. Et j'ai dit, oui, peut-être. Et elle m'a demandé combien il gagnait, les chroniqueurs. Et j'ai dit, parce que Hanouna a montré les fiches de paie de ce député-là, quand il était chroniqueur chez eux. Et elle a dit, donc parfois il vient se faire insulter pour moins que 400 €. C'est quand même grave. Et c'était tout gentil et triste, quoi. Elle s'inquiétait. Mais il y a de la télé merdique partout. Mais il y a pas... Le vendredi, il y avait des mecs qui sont arrivés, des gilets jaunes, qui parlaient comme c'était la commune, quoi. Qui parlaient avec un discours très sophistiqué. Et ça, c'est dans le truc le plus merdique que la France fait. Et il y a quand même de contenu. Et Jean-Luc Mélenchon, je ne me suis pas rendu compte à quel point il est pas chouette, quoi, ce mec. Il est vraiment nul. On n'est pas vos copains, on le serrera jamais. Ah, mais tais-toi, mec. Ok, merci de votre vision de l'identité française à travers ce... Alors, je voudrais qu'on passe maintenant à cette identité d'aujourd'hui. Alors, je vais vous dire juste une question. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'identités et que beaucoup de gens
revendiquent une identité. Comment est-ce que vous voyez ça dans vos études, Laurence ? Oui, bien sûr, on observe ce phénomène comme, en fait, c'est une espèce de réflexe. Plus une société devient mondialisée, plus elle est centralisée, plus on voit les Français, enfin sa population, se replier sur des petits groupes. Et alors, ce n'est pas forcément une attitude de repli au sens désistement, c'est plutôt qu'ils ne trouvent plus de satisfaction dans la vie d'un petit groupe. Et d'ailleurs, dans les sondages, on remarque qu'avant, quand on vous demandait aux Français quelle est votre géographiquement la situation que vous préférez, le pays, l'Europe, la France ou la commune ou la région, avant c'était la nation qui arrivait en premier, avant ces années 80, et maintenant c'est la commune qui arrive à chaque fois en premier. En fait, il se replie sur la localité, mais la commune aussi, ça représente une forme de démocratie accessible. Ça veut dire qu'on connaît tous les élus, on connaît tous les arbitrages, on connaît les problèmes et on débat. Et donc, ce repli se fait sur la localité. Ils font vivre les localités. C'est pour ça que je pense que l'identité française n'est pas perdue du tout, puisque les gens vont aller, les Français vont aller mettre en valeur tous les atouts de leur localité. Alors, Rosemonde Cathala, je voudrais qu'on parle un petit moment de l'articulation entre cette identité. Donc, imaginons, je suis de ma commune, je m'identifie à un groupe social restreint. Entre ça et l'identité individuelle, comment ça s'articule, ça ? De ce que j'entends là-dedans, c'est qu'au niveau à partir du moment où vous êtes dans un groupe où vous vous reconnaissez entre vous, en fait, il y a cette quête de chacun de trouver un élément de reconnaissance dans un groupe, quel qu'il soit. Et si ça ne peut plus être au niveau national, eh bien, effectivement, ça va se replier sur des petits groupes, des petites communautés. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ça ne peut plus être au niveau national. Pourquoi on ne peut pas justement individuellement, la difficulté qu'il y a justement à accéder à la notion d'identité collective. Pour moi, je reviens à la question de l'histoire. Je pense qu'il faut vraiment distinguer l'histoire réelle et l'histoire officielle, le récit national. Quand on ne peut pas s'identifier suffisamment au récit national, eh bien, la tendance, ça va être un peu le terreau de l'individualisme, du repli ou vers une communauté dans laquelle, justement, on va retrouver la reconnaissance qu'on attend. Or, c'est un peu le sujet de mon livre. L'histoire est en perpétuelle évolution, on le sait, et ça prend parfois du temps de reconnaître les choses telles qu'elles sont, ou aussi il peut y avoir des zones d'ombre qui sont volontairement ou pas maintenues. Et lorsque il y a des zones d'ombre qui concernent ce que j'appelle les erreurs du passé, souvent que l'on maintient dans l'ombre plutôt pour servir des intérêts d'État, voire du chef de l'État, lorsqu'on maintient ces zones d'ombre, eh bien, on ne prend pas sa part de responsabilité. Et une nation à laquelle on peut s'identifier, c'est une nation qui reconnaît ses erreurs, donc qui redevient incluante. J'espère avoir été assez claire. Oui. Voilà. Donc pour le moment, je pense qu'il y a on avance, mais c'est pas fini. Il reste des zones d'ombre à éclairer, et donc des catégories de personnes qui ne peuvent pas se reconnaître dans le récit national. Et pour moi, viser l'identité collective, c'est viser la responsabilité collective. Alors, la responsabilité collective, mais dans votre livre, vous mettez en scène à la fois, disons, une jeune bourgeoise parisienne avec une vie proche des élites parisiennes et des élites, y compris des élites politiques parisiennes, avec un passé compliqué, chargé. On y croise Bousquet, on y croise des gens comme ça. Et puis, une personne, un musulman, qui va d'ailleurs pousser cette jeune femme qui va offrir à cette jeune femme la possibilité de se convertir.
La jeune femme, d'ailleurs, va faire tout un chemin très intéressant, et ça, c'est intéressant sur l'identité par rapport aux religieux. Donc, comment est-ce que vous voyez aujourd'hui en France cette cohabitation, cet échange d'identité? Est-ce que pour vous, c'est un enrichissement? Comment ça se passe? Oui, bien sûr. Dans l'histoire, justement, bon, il y a les deux protagonistes, Jeanne et Mohand. Jeanne, comme vous dites, et Mohand, qui est un fils de la guerre d'Algérie. Jeanne va réaliser un peu, c'est pour parler d'aujourd'hui que je dis ça, mais c'est la même chose pour aujourd'hui, va réaliser un peu ce que tous les tenants nationalistes craignent, c'est-à-dire qu'elle va commencer, parce qu'elle-même est un peu en manque identitaire. Elle ne sait pas qui elle est. Elle a juste des espèces de symptômes, des troubles. Elle va réaliser, quelque part, elle va se perdre. Elle va commencer par se perdre dans l'identité de Mohand, parce que lui est très conscient de son histoire, très conscient de lié à la guerre d'Algérie. Et donc, elle va trouver dans la différence un socle pour se construire. Mais c'est précisément en se perdant qu'elle va ouvrir les portes pour se trouver. Parce qu'en voyant quelqu'un conscient de son histoire, elle va commencer à interroger sa propre histoire et l'histoire de sa famille. Et là, il manque des bouts. Il y a des trous. Et ces trous rejoignent les trous de l'histoire officielle. En ce sens, c'est une identité individuelle qui interroge l'identité collective. Jeanne se fait un peu ce que j'appellerais la Léthé française. Qu'est-ce que la Léthé? C'est la déesse de l'oubli. Elle est porteuse de ça, de cet oubli, d'une part de l'oubli. Et par la suite, elle devient Aletheia, c'est-à-dire une figure de la vérité. Qu'est-ce que veut dire Aletheia en grec ancien? C'est se souvenir mieux. C'est la réminiscence, c'est ça la vérité. Et aujourd'hui, je crois qu'on est une nation qui ne se souvient pas assez. En ce sens, elle est seule à se souvenir, mais elle représente beaucoup d'autres. Et donc voilà. Alors, Elie Barnavi, l'historien, par rapport à ce souvenir, par rapport aussi à la manière que peut avoir un pays pour concentrer bien son identité, de se, disons, réconcilier avec son passé, etc. Quelle est la vision de l'historien là-dessus? Ça m'intéresse bien. L'identité, c'est fondamentalement deux choses. L'une est donnée et relève des mentalités, c'est-à-dire cette chose impalpable que nous ne formulons pas, mais qui est là. Nous sommes ainsi et nous n'en sommes le plus souvent pas conscients. Et l'autre part est construite. Je sais que j'ai une identité ou plusieurs identités. Qu'est-ce que j'en fais? Et je l'ai bâti. Je m'en souviens, je m'en souviens pas, ou je refoule. Et il y a tout un travail de la mémoire qui fait que je travaille cette identité comme un matériau pour me construire. Et à partir de ce moment-là, ça devient du travail culturel et politique. Et on peut en faire beaucoup de choses. Ça peut aller dans le bon sens, ça peut aller dans le mauvais. C'est une question d'appréciation, d'idéologie. Il ne faut pas avoir peur du mot. Mais ce dont il faut avoir bien conscience, et c'est là que je me porte à faux avec ce que disait notre ami irlandais, qui a dit tout de suite, vous vous en souvenez, l'identité, ce n'est pas terrible. Il dit, c'est bon, c'est pas bon. Pour moi, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme un outil, c'est un couteau. Un couteau, c'est quelque chose qui peut vous servir à couper votre pain ou à égorger votre voisin. Excusez-moi, mais quand il dit ça, Robert, pour faire l'avocat du diable ou son avocat en général, il dit aussi que en France aujourd'hui, les questions autour de l'identité ont été captées par l'extrême droite. J'y venais. Mais pourquoi ils ont été captés par l'extrême droite? Parce que nous, démocrates, gauche, libéraux, comme vous voulez dire, nous les avons abandonnés à l'extrême droite. Nous avons dit c'est là. L'identité, c'est pas bon. L'identité, c'est bon pour les nostalgiques de Vichy, pour les réalistes, pour toutes sortes de gens dont nous ne voulons pas être. Et donc, on n'en parle pas. On fuit cela. Moi, je fais partie en France, d'une commission d'historiens qui était censée réfléchir à un musée d'histoire de France.
je ne vous dis pas, comme ça a sombré dans un débat complètement fou, comme si on allait faire un truc identitaire d'extrême droite. Il existe d'ailleurs à la Défense, il y a un musée de la Défense de l'histoire de France qui a ouvert. Le musée d'histoire de l'Europe à peu près, enfin, et puis il y a un musée d'histoire de France à Canaveral. Mais le problème n'est pas là. On voulait construire un musée identitaire, disait-il, alors que ce n'était pas du tout notre intention. On a peur de cela. De la même manière qu'on a peur de symboles nationaux, nous avons aussi abandonné à l'extrême droite les symboles de la nation. Le drapeau, l'hymne, tout ça, ce n'est pas pour nous. Je parle de la France, mais je pourrais vous parler de mon pays. C'est exactement pareil. Il fut un temps, quand j'étais gamin, le jour d'indépendance, on avait tous un petit drapeau sur notre voiture. C'est terminé. Maintenant, vous voyez un petit drapeau sur la voiture, vous savez que c'est un type de droite. C'était une lourde erreur historique. Parce qu'en faisant cela, en fait, on laisse la nation à l'extrême droite. On a fascisé la nation avec notre complicité. Parce que, au lieu de prendre cette question de l'identité à bras-le-corps, de voir comment elle a été faite, voir ce qui est grand, grandiose, merveilleux en elle, et ce qui est méprisable, faire un travail comme, vous savez, on peut s'accrocher à Maurras ou à Victor Hugo. C'est notre liberté de le faire, de prendre cette identité-ci ou cette identité-là. On a préféré dire « tout ça ne m'intéresse pas ». Et je pense que c'est une erreur que nous payons politiquement. Rosemonde Cathala, vous voulez réagir à ça? Puisqu'en fait, nous avons abandonné les questions identitaires aux identitaires. Voilà. Et ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Alors, si vous me permettez encore juste un mot, parce qu'il y a encore un aspect auquel, Didier, vous avez touché, et vous aussi, madame, c'est la sissiparité des identités. Nous sommes pris d'agoraphobie devant le monde tel qu'il est, et donc nous accrochons sur des micro-identités qui nous paraissent plus rassurantes. Elles sont locales ou localistes, elles sont sexuelles. Vous savez, c'est comme si ma sexualité était une forteresse à défendre. Elle est attaquée. Et donc, voilà, je suis fier d'être gay, je suis fier d'être trans, je suis fier de rien du tout. Je suis un homme, pas mécontent de l'être, ni particulièrement fier de l'être. Je vis ça comme je peux. Et cela devrait être normal et vrai pour tout le monde. Il m'arrive de participer aux Gay Parades en Israël par solidarité, mais en me disant en même temps, tant qu'il y aura une Gay Parade, nous sommes loin du compte. Le jour de normalité, c'est quand il n'y aura pas besoin de Gay Parade, parce qu'on considère cela comme, non pas comme un problème identitaire, mais comme un problème de droits de l'homme, comme des droits humains normaux. À la fois, on ignore l'identité et on l'hystérise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'accord. Donc, je résume parce que, notamment pour nos amis lycéens, l'identité captée, la question de l'identité captée par l'extrême droite d'un côté et en morceaux, en petits éléments de l'autre. Donc on va... vous voulez juste réagir là-dessus, ensuite on va prendre les questions. Oui, non, je voulais juste ajouter par rapport à la question de la captation par l'extrême droite, c'est justement par rapport à cette notion, je voudrais revenir à la notion de responsabilité collective. Pour moi, pour éviter justement de ce basculement et la récupération, on a besoin d'une nation qui endosse véritablement sa part de responsabilité dans les erreurs du passé. Le symbole, pour moi, ce serait une Marianne qui soit avec ses rides, avec ses ombres et avec ce qu'elle a de beau et de laid. Vous voyez, de manière à ce que, tant qu'on cultive une position où on ne revendique que le positif, eh bien forcément, ça va être récupéré par les extrêmes. Alors, des questions, chère Camille. Oui, quelques questions, pas beaucoup. Donc, vous pouvez produire plus de questions. Vraiment, ça nourrira la fin des tables rondes. Je m'adresse aussi à ceux qui nous suivent de loin. Alors, justement, une première question, mais vous venez presque d'y répondre avec cette Marianne, avec ses ombres aussi. Voilà, une des questions était, vous avez parlé d'une nation qui ne se souvient pas assez ou qui ne se souviendrait pas assez. Ce serait quoi pour vous, finalement, se souvenir suffisamment ?
Ah oui, c'est une bonne question, ça. Se souvenir suffisamment, c'est finir de faire la lumière sur certaines ombres qui demeurent, qui sont... Alors, on a avancé, bien sûr, mais notamment en lien avec les questions de la collaboration. On n'a pas été au bout de la lumière. On n'a pas été au bout du... Oui, mais alors justement, excusez-moi, mais moi, ça m'intéresse. Il va y avoir de toute façon ce moment de l'histoire, il va s'éloigner. Aujourd'hui, il est encore pertinent parce que Bousquet est mort il n'y a pas longtemps. Et puis, de plus en plus, les témoins directs de cette histoire-là vont disparaître. Donc, pour me faire l'avocat du diable, pourquoi il faudrait que je me souvienne plus de la France de la collaboration plutôt que de la France de la guerre des religions où les cathos comme moi ont tué tous les huguenots. Justement, pour éviter de répéter toujours les mêmes erreurs, si on pouvait à notre époque passer un cap supplémentaire, on sait bien que toute la transmission, c'est quelque chose, voilà, si vous n'avez pas identifié, nommé, évidemment on ne peut pas tout nommer, c'est pas la question, hein, mais je pense que par exemple l'héritage pour des millions de familles de la collaboration qui ne savent pas que leur famille était plutôt du côté des collabos que des résistants, cet héritage, c'est la transmission de la honte et qui n'est pas nommée. Et elle se transmettra. Et on répète, on ne fait que reproduire les erreurs du passé. Donc moi, l'idée, c'est qu'on puisse continuer d'éclaircir certaines zones d'ombre qui touchent aussi pas que à la collaboration, à la guerre d'Algérie, enfin tout ça. Oui, c'est ça, oui. Et à partir de là, devenir une nation vision plus apaisée consciente de notre histoire. Oui, c'est-à-dire qu'on trouve le chemin de la réconciliation, parce que c'est compliqué, bien sûr. On est, depuis la Seconde Guerre mondiale, on est dans cette scission. On l'a vu avec les histoires même de Covid, la division entre les pro-vaccins, les contre, on ne va pas faire le débat, mais pour moi, c'est la répétition d'une espèce de scission qui n'arrive pas à se résoudre et qu'on a absolument besoin d'apaiser. C'est un peu, encore une fois, le sujet de mon autofiction, mais je veux dire, en prenant conscience de l'importance de l'oubli, j'ai voulu essayer qu'on puisse aborder ce sujet qui touche en fait finalement des millions de familles. Laurence Dubois-Freinet, si vous voulez reprendre le micro 5 secondes, quel est le rapport, est-ce que dans vos études, les études que vous avez menées sur les Français, quels sont les rapports des Français avec leur histoire? Est-ce que c'est quelque chose de pertinent qui remonte bien dans vos... Alors, avec leur histoire individuelle et familiale, c'est de plus en plus puissant, je veux dire... Il y a beaucoup de personnes qui vont faire des recherches généalogiques. On va en parler d'ailleurs cet après-midi. Il y a à la quête de ses origines, oui, tout à fait. Oui, c'est ça, oui. Alors après, avec l'identité française, je voulais juste citer un sondage, parce que nous, on travaille sur des chiffres, en fait. Et on a demandé, c'est Pierre Bréchon qui suit les valeurs des Français, et d'ailleurs les valeurs des Européens. Et ils ont posé depuis très longtemps la question seriez-vous prêt à prendre les armes pour la France? Donc c'est quand même un bon indicateur. Et, on note qu'ils étaient à peu près 40% en 2009 ou 2010 par là qui seraient prêts à prendre les armes. Et aujourd'hui, ils sont à plus de 60% à déclarer qu'ils seraient prêts à prendre les armes pour défendre leur pays. Bon, après, ça reste un sondage. Donc... C'est un sondage, mais quand même, et ça, puisque c'est européen, ça se compare comment dans les autres pays? Alors, malheureusement, je ne suis pas allée voir sur les autres pays, mais j'ai regardé. Oui, une autre question. Question d'internaute pour vous, Laurence aussi. Je ne sais pas si on dit internaute, mais je crois que oui. Voilà, une autre question pour vous, à propos de la perte des repères de classe sociale et de religion dont vous parliez tout à l'heure, et de cette montée finalement d'une addition d'identités individuelles, plutôt que de pouvoir se rapprocher collectivement. Qu'est-ce que vous suggéreriez de proposer à la place, ou qu'est-ce qui apparaît à la place de ça aujourd'hui en termes d'appartenance? Parce qu'il n'y a plus la classe sociale, il n'y a plus les religions. Pour moi, le souci, c'est que on a un peu perdu la défense du collectif en abandonnant les institutions pour se focaliser sur l'identité individuelle et son histoire, son parcours et voilà quoi. Donc
Et quelle est la place du collectif? Comment elle va il Alors, n'existe plus, ou il y a d'autres formes de collectif Si, la défense du collectif, on l'a mise dans les bras de l'État finalement, l'État protecteur. L'État aujourd'hui est devenu un État protecteur. Et donc, Oui, je ne sais pas si... oui, oui. Si je peux me Juste, je réfléchis à un élément de collectif. Imaginons, mes amis, imaginons que la France gagne la Coupe du Monde. Je sais que ça paraît débile et que ça n'a rien à voir. Le sentiment d'appartenance, qu'est-ce que vous en dites de ça les uns et les autres? Le fait que tout d'un coup, tout le monde va se retrouver dans la rue, on le sait, tout le monde va se retrouver dans la rue en jubilant parce qu'une équipe de France devient championne du monde. On l'a vu déjà. Oui, on l'a vu, Ça traduit quoi, en ça 98, c'était étonnant. Hein. Tout le monde avait son petit drapeau, hein, mais tous les Français. Mais 98, aujourd'hui, en 2022, pareil. Oui, je pense que c'est une affaire de jeu, de compétition. Élie, parlez bien dans le micro. Élie, parlez dans votre micro. Je crois que ça va au-delà de ça. Il y a là une manière jugée innocente de s'identifier au collectif. Toute prévention et honte, but. Oui, je fais partie de ce collectif-là et le ballon rond m'offre l'occasion de le montrer. Il y a très peu de choses qui nous offrent cette occasion. C'est pour ça que je suis très sceptique sur ce genre de sondage. Est-ce que vous seriez prêt à prendre les armes? Qu'est-ce qu'ils en savent? Le jour où il faudra le faire, ils le feront. On n'en sait rien. Et donc, c'est une question purement comme ça. Oui, c'est peut-être... Ce qui est intéressant, c'est que ça progresse beaucoup. Oui. Ce qui est intéressant dans un sondage, c'est les différences. Oui, mais ça ne mange pas de pain. À mon avis... Peut-être qu'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était aussi fort. Hein. Oui, à mon avis, le moment de l'épreuve, si jamais il vient, heureusement il ne viendra pas, si jamais il vient, ils seront plus nombreux les Français à vouloir défendre leur... Parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus de prévention, il n'y a plus de « oui, mais nous sommes Français, on nous attaque, il faut se défendre ». Le cas de l'Ukraine est absolument fascinant. Parce que les Ukrainiens, ce n'est pas les Français. Dans ce sens où leur identité nationale était lourdement sujette à question, pas seulement à cause de Poutine, mais à cause de leur propre histoire. Il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui s'estimaient russophiles, ils étaient russophones, ils étaient bien ils n'avaient pas de problème d'identité avec la Russie. Et ils ne se disaient pas spécialement ukrainiens. Et brusquement, l'agression barbare, injustifiée, les a soudés. Poutine a refait, a complété la nation ukrainienne. C'est fascinant. Et du coup, ils prennent tous les armes, y compris ceux qui étaient russophiles auparavant et qui ne parlaient même pas l'ukrainien. Et donc, on voit bien comment se passe cette chimie-là. C'est dans les moments d'épreuve. Comme il n'y a pas d'épreuve énorme en Europe de l'Ouest et en France, il faut bien le dire, c'est plutôt un moment heureux dans l'histoire, quoi que l'on dise. Il n'y a pas de raison non plus de se donner des coups sur la tête. Le jour où cela viendra, les Français montreront qu'ils sont quand même très attachés à cette chose qu'on appelle la France et qui supposément n'a pas d'identité. Rosemont ? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est par rapport au collectif. En fait, il y a plusieurs manières de faire collectif. Donc, effectivement, l'aspect positif du football. Moi, je ne sais pas vous. Moi, personnellement, j'étais à fond sur 98. La dernière Coupe du Monde, ça m'a déjà fait moins d'effet. Mais ceci étant, ce sont des dimensions positives autour desquelles tout le monde peut faire corps. Mais il y a d'autres manières de faire collectif, et c'est notamment lorsqu'une épreuve se présente, et donc là où on est en responsabilité. Et je pense que c'est un peu ce qui fait défaut au niveau de l'identité collective, c'est la notion de responsabilité collective. D'où le regroupement autour de petites communautés. Personne n'est vraiment responsable de rien collectivement. Je repense à la phrase de Simone Veil qui dit « Nous sommes responsables de ce qui nous unira demain ». Moi, j'ajouterais, c'est parce que nous sommes responsables que nous serons unis demain. Voilà, c'est tout ce que... Une autre question ? Voilà, il y avait une dernière question qui était pour Élie Barnavy sur cette identité qui nous est donnée, puis cette identité qui se construit culturellement, et pour boucler aussi sur les 1001 nuances de l'identité. Comment faire vivre tout cela ensemble ?
comment créer du lien, mais voilà, on vient de l'évoquer. Oui, mais enfin, pour terminer sur quelque chose d'un peu positif, quels sont les ressorts de quelque chose qui pourrait être l'identité? Alors, Rosemonde nous dit c'est la responsabilité, travailler sur la responsabilité collective. Est-ce qu'il y a d'autres... on voit bien que la religion ou les partis ou les syndicats, c'est devenu en tout cas moins important. Quels sont les axes? Oui. Je le répète, je pense qu'on transfère ces responsabilités sur l'État, les responsabilités collectives. Aujourd'hui, on demande à l'État de nous protéger, quoi qu'il arrive. Mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. En France, l'État a toujours... Une minute pour conclure. L'État Une a toujours occupé une place... Oui, mais à la fois... Il y a eu un État régalien, il y a eu l'État planificateur, tout ça. Et aujourd'hui, la principale activité de l'État, c'est de protéger. Et l'État protecteur, on l'a vu pendant le Covid, par exemple, c'est ça? Oui, mais non seulement dès qu'il y a un problème... Vous parlez bien dans le micro, sinon on vous Dès entend qu'il y pas. a un problème, même des problèmes dans une entreprise, par exemple, on demande à l'État de venir secourir les salariés et tout ça. Bon. C'est un peu un paradoxe parce qu'après, dès que l'État se mêle des choses, on dit qu'il... Oui, en plus, il y a une méfiance du politique, on va en parler, etc. Donc, ok, ben écoutez, je vous remercie beaucoup de vos apports. Merci à tous. Merci Didier.